Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort, séminaire aujourd'hui au Sénat sur la situation des régions d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. On en parle avec notre invité ce soir, l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter. C'est à lui que l'on doit l'abolition de la peine de mort en France. C'était il y a 32 ans, jour pour jour. À l'occasion de la journée mondiale contre la peine de mort, célébrée chaque année le 10 octobre, le Sénat a accueilli cet après-midi le premier séminaire parlementaire sur la peine de mort dans la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Cet après-midi, des parlementaires étaient réunis pour faire avancer la cause de l'abolitionnisme universel, car si de réels progrès existent, une cinquantaine d'États appliquent toujours la peine capitale. Paul Bouffard. C'est une réalité. La peine de mort est encore très présente dans le monde. Selon Amnesty International, au rang des plus gros exécuteurs, la Chine occuperait la première place avec plusieurs milliers d'exécutions en 2012. Juste derrière, l'Iran avec 314 personnes tuées l'an passé. Suivent l'Irak, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Plus proche, la Biélorussie reste le seul pays entre Europe et Asie centrale à appliquer la peine de mort. En 2012, on recense 682 exécutions selon Amnesty International. 21 pays l'ont appliqué. Aux États-Unis, plus grande démocratie au monde, 1328 personnes ont été exécutées depuis le rétablissement de la peine en 1976. Mais cette année, le Maryland est devenu le 18e État abolitionniste. Dans le monde, 2 tiers des pays ont déjà aboli la peine de mort. Restent aujourd'hui 58 États appliquant le châtiment. Le 9 octobre 1980, Robert Badinter faisait voter l'abolition de la peine de mort en France. 32 ans après, il est l'invité de 24 heures Sénat. Robert Badinter, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes une grande figure de l'abolitionnisme en France, mais aussi à l'étranger, toujours mu par cette volonté de ne jamais accepter une justice qui tue. Comment accompagnez-vous les autres parlementaires dans leur combat contre l'abolitionnisme? Ils sont eux-mêmes très fortement motivés. Et je ne veux pas jouer les pères conscrits, leur donner des conseils. Simplement, chaque situation est particulière, mais le principe est universel. Et je le dis très fermement, je n'aurais jamais cru, en 1981, que nous irions si vite, si loin. Nous étions le 35e État dans le monde, le dernier en Europe occidentale, abolir la peine de mort. Il s'est passé un peu plus de 30 ans. Aujourd'hui, 100 États sont abolitionnistes en droit, 50 n'exécutent plus, il y a 198 États aux Nations Unies. Vous voyez combien l'abolition est devenue majoritaire en très peu de temps, et le mouvement est irréversible. Croyez-vous possible cette marche vers une abolition universelle? Je ne la crois pas possible. Je suis convaincu que vous, qui êtes une jeune femme, vous verrez l'abolition universelle. Ce sera comme la torture. Ça paraîtra un archaïsme sans gloire. Mais comment est-ce qu'on a pu ainsi recourir à la peine de mort? Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Prenez le cas aujourd'hui, depuis ce qui est advenu, il n'y a jamais eu de retour en arrière. Pour une raison simple, c'est qu'on s'aperçoit qu'on vit aussi sur la guillotine. Mais qu'en revanche, l'existence de la peine de mort ne cesse de poser les problèmes moraux les plus graves. Et c'est quand même le premier des droits de l'homme, que le droit au respect de sa vie. Alors cet après-midi, il y avait une quarantaine de parlementaires ici au Sénat, de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Quelle est la situation dans ces pays? Elle n'est pas bonne. Elle est diverse, mais elle n'est pas bonne. Il faut distinguer la situation dans les pays du Maghreb, où vous avez une abolition de fait. Puis 15 ans, 18 ans, là, l'on n'exécute plus. Mais on ne supprime pas. Parce que ces lois sont impopulaires, et il faut le dire, il faut du courage politique. Vous ne recueillez pas la faveur du public à la faveur de l'abolition. Mais en ce qui concerne
les autres pays du Proche-Orient, alors là, la situation est, je dois le dire, plus que préoccupante. L'Irak, aujourd'hui, exécute considérablement, plus que les Chinois, au regard des populations respectives de ces États. Et l'Iran est leader de tous les pays en ce qui concerne la pratique de l'abolition par rapport au nombre de ses habitants, avec cette spécificité odieuse, les femmes, les mineurs, la lapidation et une croissance du nombre d'exécutions. Donc là, nous nous trouvons en présence d'un effort et d'une situation qui appelle de notre part toutes les actions possibles, mais ça passe d'abord par les parlementaires de ces pays. C'est pourquoi c'était si important cette réunion au Sénat cet après-midi, qui se poursuivra d'ailleurs demain à l'Assemblée. On vous a entendu d'ailleurs cet après-midi, vous leur avez dit que c'est une lourde tâche, vous êtes un peu seul pour mener ce combat, mais vous aurez une immense joie, c'est ce que vous aviez vous-même ressenti en 81 ? Oui, bien sûr. Vous savez, en 81, le public était majoritairement en faveur de la peine de mort. Et ce n'était pas un climat de sympathie qui entourait l'abolition qui avait été voulue par le président Mitterrand. Mais pour moi, ça représentait évidemment l'aboutissement d'une longue marche qui avait en effet mobilisé la décennie précédente. Quand ça a été fini, contrairement aux augures, le Sénat, qui était à majorité de droite, a voté l'abolition dans les mêmes termes que l'Assemblée, ce qui fait que c'était fini. Justement, le vote du Sénat était loin d'être acquis. Comment avez-vous fait pour arracher ce vote ? J'ai découvert là les douceurs et les charmes et aussi les passions de la République parlementaire. J'ai mieux compris pourquoi des hommes comme Mendès France ou Mitterrand aimaient tant la République parlementaire. Vous ne connaissez pas l'issue du débat. Et c'est à la fois dans les rapports avec les différents groupes et en même temps la séance elle-même, avec ses affrontements. Ça avait duré 3 jours, c'est ça ? Qui a duré, oui, 3 jours et 2 nuits. Et enfin, quand le moment est arrivé, je suis allé, par piété, à la place de Victor Hugo, qui, vous le savez, avait été sénateur, et qui se trouve là où est aujourd'hui le groupe socialiste, le groupe communiste. Il siège Victor Hugo à l'extrême gauche. Et pendant qu'on annonçait le résultat, j'ai mis ma main sur le pupitre de Hugo, parce que il avait prononcé cette phrase merveilleuse, en 1848, au cours du débat parlementaire. Je vote l'abolition pure, simple et définitive. Et ce que je voulais, c'était l'abolition pure, simple et définitive. Un adjectif en plus maintenant, c'est universel. Alors le Monde publie aujourd'hui un document historique inédit qui relate les ultimes moments d'Hamida Djandoubi. C'est le dernier guillotiné en France, ça remonte à 1977. Racontez-nous l'histoire de ce document inédit. Il y a très peu de temps de cela, quelques semaines, je demande de rendez-vous là, monsieur, il me voit, extrêmement courtois, qui m'a dit voilà, je tenais à vous apporter ce document. Ma mère était doyenne des juges d'instruction de Marseille. Le président du tribunal lui a dit il faut un magistrat du siège ce soir, plutôt cette nuit, pour assister à l'exécution de Djandoubi. Elle n'avait pas instruit l'affaire. Et vous êtes la doyenne, c'est à vous de le faire. Femme consciente de ses devoirs, certainement hostile à la peine de mort, elle y est allée. Et en rentrant chez elle, il devait être 5h30, 6h du matin, elle a écrit comme un procès-verbal, avec précision, sans se laisser aller à l'émotion ou à la révolte. Mais on le sent qu'elle est révulsée par ce qu'elle a vu. Nous avons là le récit très exact de comment se déroulait en France une exécution sur la guillotine. Et je lui dis tout de suite, c'est un texte qu'il faut publier pour que les jeunes générations sachent ce que signifiait vraiment la peine de mort. Oui, c'est un texte extraordinaire. J'ajoute que je n'ai pas l'intention de le conserver par devers moi et je pense le donner à l'École nationale de la magistrature
pour que les jeunes magistrats sachent ce que ça signifiait pour les magistrats. On voit derrière vous des extraits d'ailleurs de ce témoignage. Cet homme va mourir, il est lucide, il sait qu'il ne peut rien faire d'autre que de regarder la fin de quelques minutes. C'est extrêmement émouvant. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez lu ce document pour la première fois? Peu importe ce que j'ai ressenti, mais ce qui compte, c'est les extraordinaires détails si humains, avec John Dewey qui avait perdu la jambe dans un accident du travail et auquel on remet sa jambe, on peut se clopiner jusqu'à la guillotine, et puis le passage où il fume, puis une deuxième cigarette, et puis c'est sa fin, c'est un homme jeune, et encore une, et on se finit, ça va comme ça, et on l'emporte. C'est terrible. On le voit, j'entends un bruit sourd, je me retourne, du sang, beaucoup de sang, du sang très rouge. Le corps a basculé dans le panier. On a du mal à imaginer que c'était finalement, il n'y a pas si longtemps que ça, 30 ans. Mais vous savez, l'expression que j'ai utilisée au procès Patrick Henry pour décrire aussi sobrement et précisément que possible aux jurés ce que signifiait condamner à mort et exécuter, c'était couper un homme vivant en deux. On coupait un homme vivant en deux et chaque morceau tombait d'un côté. Évidemment, le sang. Un mot sur la situation des États-Unis et de la Chine. Là aussi, on a très peu de chiffres sur ce qui se passe en Chine. Est-ce que vous allez aborder demain, peut-être à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la peine de mort également pour la journée mondiale contre la peine de mort, mais la question sera vraie. En Chine, il existe un mouvement abolitionniste. Les chiffres sont incertains, mais on reçu à Paris des avocats chinois, des magistrats chinois, des juristes chinois, et il y a un véritable mouvement, mais évidemment, ça ne dépasse pas encore le cadre des milieux professionnels ou des intellectuels ou des universitaires ou des étudiants. C'est pas encore un mouvement de masse. Mais nous progressons. Aux États-Unis, c'est plus qu'une question maintenant, à mon sens, de peu de temps. D'ailleurs, quand on dit les États-Unis, c'est pas exact, vous l'avez évoqué. Aux États-Unis, cela dépend de la législation des États. Vous avez aujourd'hui... Au Texas, on a des espoirs. Non, vous avez aujourd'hui, sur 50 États, 18 États qui sont abolis. Dans les dernières années, vous en avez eu 6, et pas les moindres. L'État de New York, l'Illinois de M. Obama sont devenus abolitionnistes, et le nombre des exécutions a considérablement chuté dans les 7 dernières années. En fait, il y a des citadelles, et le cœur de ces citadelles, c'est le Texas, des régions culturelles, mais le mouvement d'ensemble des États-Unis va vers l'abolition, et à mon avis, elle est inévitable et plus proche qu'on ne le croit. Bien, merci beaucoup, voilà, Robert Badinter, d'avoir été notre invité dans 24 heures Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À 22 h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.